BFM Business, Focus Retail, Noémie Vira. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver au sommaire cette semaine. Le gouvernement se penche sur la garde-robe des Français après l'adoption à l'unanimité par l'Assemblée nationale le 14 mars dernier d'une loi visant à réduire l'impact environnemental de l'industrie textile. Les entreprises possiblement concernées s'activent en coulisses pour échapper au malus sur la fast fashion. La France est le premier pays à légiférer contre cette industrie. Le texte doit encore être examiné au Sénat. Nous parlons donc aujourd'hui dans cette émission du prêt-à-porter, des difficultés, des défis, des possibles solutions avec mes invités. Christine Loisy, elle est directrice générale de Primark France, Valentine Robin, cofondatrice de la start-up ACO, et notre expert Jean-Marc Ménien, il est analyste du retail pour Altavia. On accueille tout de suite ma première invitée. Focus Retail, la distribution de demain s'invente aujourd'hui. J'ai le plaisir d'accueillir à ce micro Christine Loisy. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale de Primark France. À mes côtés également notre expert analyste retail pour Altavia, Jean-Marc Ménien. Bonjour. Bonjour. Alors Primark, c'est la contraction de price, prix et de marque. C'est une entreprise irlandaise spécialisée dans la distribution de vêtements, d'accessoires, d'objets de déco et de produits de beauté à bas prix. Elle a été fondée en 1969 sous le nom de Pennies. Elle compte aujourd'hui 441 magasins répartis dans 16 pays. Alors la politique commerciale de Primark est basée essentiellement sur une réduction de coûts, un volume de vente important. C'est aussi pour cela que l'enseigne est régulièrement taxée de fast fashion. Ma première question, Christine Loisy, quelle est votre définition de la fast fashion ? Alors, je vais déjà vous décrire notre modèle, qui est unique. Nous avons 2 collections par an qu'on conçoit 9 mois avant de les commercialiser, qu'on ne transporte qu'en bateau. Nous vendons que dans nos magasins, parce que le magasin est notre raison d'être. Nous ne vendons pas sur Internet. Nous n'avons pratiquement pas d'invendus, car ce sont les hommes et les femmes dans nos magasins qui appellent les produits et qui appellent exactement ce dont ils ont besoin. Donc, la définition de la fast fashion, je ne la connais pas. Par contre, mon modèle à moi, il est celui-là. Mais si vous aviez quelques marqueurs à donner, peut-être 3 mots pour définir la fast fashion. Vraiment, vous me posez une colle parce que je ne comprends pas bien, moi, ce que veut dire cette définition. Il semblerait que certaines entreprises soient targetées, mais moi, je ne me sens pas fast fashion. Quand on fait une collection 9 mois à l'avance et 2 fois par an, je ne vois pas en quoi c'est fast. Mais 2 fois par an, ça n'empêche pas un volume de produits, d'articles importants. Alors, dans notre modèle économique, on a une toute petite marge. Pour rendre du pouvoir d'achat à nos clients, il faut qu'on ait une petite marge. Et pour avoir une petite marge, il faut qu'on ait des régions d'implantation de nos magasins extrêmement denses. C'est-à-dire, en termes de population, il faut que j'ai un volume d'affaires, un nombre de clients qui est important pour pouvoir gagner ma vie. Alors, le 14 mars, les députés ont adopté à l'unanimité une proposition de loi pour réduire l'impact environnemental de l'industrie textile. Ce contenu qui va encore être examiné par le Sénat. Donc, ce texte, il repose sur 3 mesures essentielles. L'interdiction de publicité pour les marques de mode à petit prix, l'obligation d'indiquer l'empreinte environnementale de recycler ou de réparer les produits et l'instauration d'un système de malus renforcé sur le principe pollueur-payeur. Donc, 5 € par article en 2025. 10 en 2030 et l'objectif c'est donc de réduire la différence de prix entre mode durable et mode jetable, donc un bonus qui serait reversé donc aux gentils entre guillemets. Il y a une audition parlementaire, vous avez pu parler avec madame la rapporteure, la députée Anne-Cécile Violon. Que vous êtes-vous dit à ce sujet ? Alors, d'abord, on était ravis d'avoir l'opportunité de rencontrer Madame la rapporteure. Ça nous a donné l'opportunité de présenter qui nous étions et surtout de nous rendre compte que nous n'avions absolument pas de notoriété et pas de connaissance sur réellement qui est la marque Primark depuis 1969. Donc, on a passé pas mal de temps, j'étais avec des collègues irlandaises, à expliquer notre modèle économique et surtout ce que nous faisions actuellement pour être le plus transparent possible et avancer à marche forcée vers un modèle économique qui non seulement sera en rapport qualité-économie imbattable, mais durable à 100% d'ici 2030. C'est ce qu'on a fait.
Et que vous a-t-elle répondu? Que pense-t-elle du modèle de Primark? L'idée, c'était pas de donner un jugement de valeur sur une marque ou sur une autre. Elle a écouté nos arguments, elle a été intéressée sur la façon dont notre modèle est différent des autres, et c'était à peu près ça la teneur de la discussion. Alors un groupe de travail va porter donc sur ces indicateurs et scores environnementaux. Vous faites partie de ce groupe de travail? Alors, on en fait partie à travers notre fédération qui s'appelle l'Alliance du commerce, où l'ensemble des distributeurs de textiles sont autour de la table. Et on a commencé à travailler sur certains éléments de ce texte de loi qui a été, comme vous l'avez signalé, voté par l'Assemblée et qui maintenant doit être voté par le Sénat, mais qui est un cadre. Il est nécessaire par décret de donner du contenu. Et le contenu, il y a deux volets. Le premier volet, c'est comment est-ce qu'on évalue un nombre de références. Et donc, avec mes collègues, mais néanmoins concurrents, on a travaillé sur qu'est-ce qu'il est raisonnable d'avoir en nombre de références par jour. Donc ça, c'est le premier volet. Et le deuxième volet, c'est sur un score environnemental. Et qu'est-ce que va être ce score environnemental? Comment est-ce qu'on va pouvoir évaluer les produits? Est-ce que c'est la circularité? Est-ce que c'est l'eau qui est consommée? Est-ce que c'est les matières qui sont utilisées? Donc tout ça est en discussion et sera voté et décidé par décret dans les semaines qui viennent. Et quel est le nombre de références, justement, chez Primark? Vous parlez de références. Vous savez, c'est très compliqué à évaluer parce que qu'est-ce que c'est qu'une référence? C'est une taille, c'est un style, c'est une couleur, c'est une matière. Donc aujourd'hui, la discussion n'est pas tranchée, donc je ne peux même pas vous répondre là-dessus parce qu'il y a un flou et c'est vraiment ça dont nous parlons avec les concurrents. Bon, les téléspectateurs se feront leur opinion de votre réponse. Ce qui est intéressant, c'est que vous êtes relativement nouveau quand même, on va dire, c'est un des derniers arrivants sur cette génération 100% magasin, ce qui est tout à fait intéressant. Donc vous êtes un peu capitaine catégorie, on va dire, dans un milieu qui est extrêmement bousculé. Est-ce que vous croyez que toutes ces mesures de contrôle et justement d'essai de recherche de vertus pour être transparent sur la chaîne peut se passer au-delà de l'Europe, c'est-à-dire dès qu'on passe dans des pays comme l'Asie ou autre, est-ce qu'on peut aller jusqu'à ces niveaux de contrôle? Est-ce que c'est possible d'exiger à ces industriels-là de pouvoir être aussi transparents qu'on pourrait l'être chez nous en Europe? Mais moi, je vais vous répondre oui, parce que c'est déjà le cas. En tout cas, nous concernant, tous les fabricants qui sont des sous-traitants qui ont signé avec nous une charte de conduite et que nous contrôlons. En 2023, on a 140 personnes dans les pays de production qui ont fait plus de 2400 contrôles. Bien sûr que c'est contrôlable. Et on serait fou de ne pas contrôler. C'est contrôlable à tous les niveaux. Et non seulement on les contrôle, mais on les aide à aller dans la transformation. On les aide à produire avec des énergies moins polluantes. On les aide à utiliser des matières durables. Donc, bien sûr que c'est contrôlable. Et c'est ce que nous faisons. On rappelle que vous produisez vos vêtements en Chine, au Pakistan, en Bangladesh, dans 883 usines sous-traitantes au total. Vous parlez des contrôles. Justement, quel est le résultat de ces contrôles? Ce sont des fabricants qui sont avec nous depuis, pour la majorité, plus de 20 ans, qui sont des gens de qualité, qu'on partage d'ailleurs avec les grands, la distribution du textile, puisque nos usines sont en commun avec Kiabi, avec Decathlon, avec H&M. On a tous à peu près les mêmes fabricants. Qui sont des gens de grande qualité. Qu'est-ce qui peut arriver? On n'est pas tout à fait content d'un critère, on va se mettre à côté de notre fabricant, on va le reformer. C'est très rare quand on dit à un fabricant qu'on ne veut plus travailler avec lui, parce que c'est des gens avec qui on est presque en partenariat. La confiance n'exclut pas le contrôle, mais on les reforme. Vous faites régulièrement des audits? Oui, chaque année. Régulièrement? Chaque année? Écoutez, oui, puisque 880 usines, vous l'avez signalé. L'an dernier, on a fait 2400 audits sur effectivement les pays de production dans ces 880 usines. Un rapport demandé par le député Raphaël Glucksmann, publié le 6 décembre 2023, faisait apparaître le nom de Primark parmi 39 marques telles que Zara, H&M, qui présenteraient un risque élevé de s'approvisionner de vêtements fabriqués par des Ouïghours. Quelle est votre réaction? Alors, notre première réaction a été, l'étonnement et 2, le contrôle. Parce que c'est quand même des allégations qui sont extrêmement graves. Et nous sommes désengagés des fabricants qui
peut-être aurait pu faire travailler les Ouïghours. Donc on a été étonné de l'allégation de M. Glucksmann, et ce qu'on a fait, c'est qu'on a envoyé des contrôles et qu'on est allé voir réellement ce qu'il se passait. Et les allégations étaient peut-être pas assez contrôlées, parce que nous concernant, il n'y avait pas de travailleurs ouïghours chez les sous-traitants dont M. Glucksmann parlait. Oui, je crois que ça parlait aussi notamment des matières premières, c'est-à-dire du coton ou des choses comme ça. Donc j'imagine qu'effectivement, et c'est très vertueux de votre part, qu'il faut aller très loin dans les contrôles. Et on le sait d'ailleurs, c'est de notoriété. Je vais faire un petit compliment pour l'Asie et la Chine, c'est que la Chine produit mieux qu'il y a quelques années, justement parce que ils ont eu en face d'eux des fabricants, des fournisseurs occidentaux qui étaient de plus en plus exigeants, et ça a rayonné, on va dire, sur l'ensemble de l'industrie chinoise, notamment dans le textile, mais on le voit aussi au niveau automobile et autres. C'est monté un petit peu en gamme. Mais justement, quel est le pourcentage de matières responsables de l'article ? C'était justement ce que j'allais vous dire, Naomi. En ce qui concerne le coton durable, qui est la principale fibre que nous utilisons pour faire nos vêtements, nous avons le plus gros programme au monde de développement de coton durable, que nous avons commencé il y a 11 ans, évidemment aux côtés d'une ONG dont c'est le métier, qui s'appelle Coton Connect, et on a commencé par l'Inde, où on a transformé, ce sont des petites agricultrices, je dis agricultrices, ce sont des femmes, transformé ces productions de coton en coton durable. Plus de pesticides et plus d'engrais. On a à date, au moment où je vous parle, presque 300 000 petites fermes ou petits lopins de terre qui sont en coton durable. Notre objectif, c'est qu'en 2030, on aura 100% de tous nos vêtements qui seront en coton durable. Au moment où je vous parle, c'est la moitié. C'est vrai, quand on vous entend, on a l'impression que tout est beau, tout est rose chez Primark, mais comment expliquez-vous être concerné du coup, par cette proposition de loi visant Parce à que durcir ? tous les marchands de textiles sont concernés. Que vous appeliez Leclerc, qui est le plus gros marchand de textiles en France, c'est la grande distribution. Que vous appeliez Leclerc, Kiabi, Decathlon, Primark, tout le monde est concerné par ce texte de loi et il va s'appliquer à tout le monde. Donc ce n'est pas spécialement Primark qui est visé, c'est l'ensemble de la distribution du textile en France, et il y aura convergence avec l'Europe. Et vous jugez que le nombre de produits vendus n'est pas le bon référentiel, pourquoi ? Parce que le nombre de produits vendus me concernant, c'est par rapport au nombre de clients que je reçois. Et pour gagner de l'argent, il faut que je sois dans des zones très très denses de population. C'est d'ailleurs pour ça qu'on n'aura jamais 500 magasins en France. On va aller uniquement dans des zones qui ont au minimum 150 000 personnes à 10 ou 20 minutes autour de notre magasin. Donc la volumétrie, aller dire à des clients qui achetaient un t-shirt à 4 € parce qu'ils n'ont peut-être pas les sous pour s'acheter un t-shirt à 10 €, qu'ils ne peuvent plus s'acheter un t-shirt à 4 €. Voilà ce que j'ai à vous dire là-dessus. Le message est passé. On passe au focus. Jean-Marc, vous allez nous aider à décrypter quelles sont les origines de la fast fashion, et la fast fashion et responsabilité sont-elles compatibles ? On peut essayer de donner des pistes, comme disait Christine, ça n'est pas évident. Moi, chaque fois qu'on parle de fast fashion, je pense à Coluche. Je pense à une phrase qu'il a sortie dans les années 90, qui disait « Quand on pense qu'il suffirait que les gens n'achètent pas pour que ça ne se vende plus ». Donc clairement, dans ces années 90, c'est là aussi où est né un petit peu ce nom de la fast fashion, au départ sur notamment les enseignes d'Inditex, de Zara, d'H&M, etc. Puis l'ultra fast fashion derrière qui est arrivé avec des boosters qui a déjà stabiliser ces nouveaux arrivants traditionnels comme Zalando, Amazon, Zappos et ça. Donc clairement, on est rentré dans une spirale qui était sur... alors avant, on était dans une stratégie d'écoulement. Les usines fabriquaient et puis elles disaient au magasin, débrouille-toi, tu vends. Et donc clairement, ça donnait des invendus, ça donnait des soldes. Il faut reconnaître que la vertu de l'ultra fast fashion ou de la fast fashion, c'est qu'on produit de plus en plus par rapport à des quantités qui sont, on va dire, écoulables raisonnablement. Après, il ne faut pas se leurrer, comme si je reprends la phrase de Coluche, c'est que malheureusement, et d'autant plus compte tenu de la situation inflationniste et du pouvoir d'achat des foyers, le petit prix est quelque chose qui est extrêmement attirant. Et quelque part, le consommateur citoyen et le client, on va dire, a certaines contradictions qui fait qu'il ne regarde pas trop et que quelque part,
ça n'est pas une loi qui va pouvoir gérer l'intégralité de cette problématique, on va dire, car c'est une vraie problématique environnementale. On connaît le taux on va dire d'impact sur l'environnement du tissu. Hein, les différents chiffres tombent qui peuvent être contestés, mais on sait que c'est environ 3%, je crois, Christine, de l'environnement, de l'empreinte carbone mondiale. Donc quelque part, tout le réglage se fait entre une industrie qui veut proposer au mieux, au meilleur prix, dans les meilleures quantités, à des gens qui sont volontaires d'essayer quand même de contribuer eux aussi à la planète, mais dans le meilleur prix possible. Et il faut aussi que les consommateurs soient raisonnables, que nous soyons tous raisonnables pour consommer de manière responsable, et pas trop, parce qu'on sait aussi que dès qu'un prix baisse, dès que les prix sont bas, les gens ne se limitent pas, c'est-à-dire qu'ils achètent plus, et finalement, la notion de stock que je mettais avant dans le magasin passe un petit peu chez eux. Et c'est là peut-être où, indépendamment de la loi, ce serait de la pédagogie et de l'éducation à mettre en place. Et c'est gouvernemental, mais c'est aussi, par exemple, par des entremets comme l'Alliance du commerce dont vous parliez, de manière à pouvoir éduquer, nous tous, parce que nous sommes tous clients responsables, contents d'acheter un t-shirt 5 € plutôt que 7. Et donc c'est là où il faut faire le plus gros du travail. Et arrêtons de tout vouloir tout de suite à pas cher. Merci Jean-Marc. On passe à la deuxième partie de cette émission. On parle prêt-à-porter, mode et fast fashion. On accueille Valentine Robin. Bonjour, vous êtes cofondatrice de la start-up ACO. Donc vous avez choisi de travailler avec des tissus de haute qualité issus de stocks dormants, de grandes maisons. Vous jouez donc sur une stratégie d'exclusivité et de renouveau régulier. Pourquoi ce choix ? Bonjour, merci beaucoup de me recevoir. Plusieurs choses. On l'a dit, la fast fashion aujourd'hui a pas mal de problèmes. On s'en rend compte de plus en plus. Il y a évidemment un problème de volume, mais évidemment aussi un autre problème qui est la régularité de nouvelles pièces, de nouveaux modèles pour suivre toujours les tendances. Aujourd'hui, quand on est une petite entreprise qui se lance en France, déjà on ne peut pas le faire pour des questions évidentes de trésorerie. Mais en plus, on est aussi limité par des usines qui ne veulent pas forcément produire de petites quantités puisqu'ils sont habitués à travailler avec des marques qui ont de plus grosses quantités. Nous, on a décidé de ne travailler en effet que sur des tissus issus de revalorisation textile, à la fois pour remettre la matière de haute qualité au goût du jour, un petit peu comme les blazers que portaient nos grands-parents. Et c'est pour ça aussi, je pense que la seconde main est autant en croissance ces dernières années, c'est que la qualité pour beaucoup compte de plus en plus. Donc on propose que des matières naturelles et en effet, on fonctionne en drop. Donc nous, on est spécialisé sur l'uniforme. Donc l'uniforme, c'est le tailleur pour femmes, mais aussi l'uniforme pour la restauration et l'hôtellerie. On a ces deux biais-là et on source tous nos tissus de façon circulaire pour toutes les pièces qu'on confectionne. Et vous avez donc revalorisé 3500 mètres de tissu en 2023. L'objectif, c'est 9500 mètres en 2024. C'est aisé de trouver des beaux tissus de collection pour fabriquer vos propres collections ? Oui, tout à fait. On a plusieurs fournisseurs. On a à la fois les grandes maisons très connues qui se délaissent de temps en temps de tissus qu'on récupère. Il y a aussi tous les stocks qui sont directement dans nos usines partenaires qui n'ont pas été utilisés. C'est des tissus vraiment de belle qualité, 100% naturels et évidemment en quantité limitée. Et c'est aussi ce qu'on essaie de faire comprendre à nos clients. Donc c'est pour ça qu'on fonctionne en drop. Tous les mois, on sort un ensemble pour femmes sur notre site internet qui ne sera pas reconduit. Donc vous parlez de drop. Oui. Quand le tissu est trouvé, qu'est-ce qui se passe juste après ? Alors, on part toujours du tissu. Ensuite, on travaille avec une styliste et une modéliste qui travaillent en interne chez ACO pour développer un ensemble. Donc nous, encore une fois, on travaille vraiment sur l'uniforme du quotidien. Donc des blazers, des pantalons, des petits gilets de costume. On développe ces pièces. On travaille avec un réseau de 6 usines aujourd'hui, vraiment spécialisées à chaque fois dans un type de produit, encore une fois pour des raisons évidentes de qualité. Et aujourd'hui, on mise vraiment sur des pièces très intemporelles qu'on gardera longtemps et qu'on sera heureux de transmettre à ses enfants et ses petits-enfants. Christine Loisy, grâce à vos prix cassés, vous redonnez du pouvoir d'achat à vos clients. D'autres marques venues du Nord, on peut citer Zeman, H&M, Normal, pratiquent une politique identique. J'ai envie de vous demander, est-ce qu'il règne un pragmatisme du commerce dans ces pays ou est-ce que chez nous, il y a un déni de réalité lié au portefeuille du client, à la priorité des consommateurs d'avoir des prix bas ?
Mais moi, je vais vous dire, à part quelques personnes qui portent des jugements de valeur sur ça, ce sont les consommateurs qui parlent, ce sont les clients qui parlent. Vous avez cité quelques enseignes, je crois savoir qu'elles ont du succès. Primark, depuis un peu plus de 10 ans maintenant, rencontre un énorme succès. Donc, les consommateurs français, ils ne sont pas à part des autres. Il n'y a pas de déni, puisque autrement, que ce soit moi et les marques dont vous parlez qui rendent du pouvoir d'achat, elles n'auraient pas de succès. Il y a du succès en France. Donc les consommateurs français sont comme les autres. Donc elles répondent aux attentes des clients, tout simplement. Donc ça veut dire quoi? Qu'elles ont une utilité sociale, vous considérez? Je ne me permettrai pas de porter ce jugement parce que une chose est sûre, c'est que moi j'ai beaucoup de fierté de pouvoir offrir des vêtements de bon rapport qualité-prix à des gens qui n'ont pas forcément beaucoup de sous et qui sont contents d'arriver avec leur famille et d'habiller leurs petits garçons, leurs petites filles avec des jolis pantalons neufs. Pour moi, j'ai une grande fierté pour ça. Et d'ailleurs, 63% des consommateurs qui gagnent moins de 1 500 € par mois sont contre ce projet de loi. Valentine Robin, on a parlé donc de fast fashion. Quels sont pour vous les marqueurs de la fast fashion? J'ai posé la même question à Christine Loisier tout à l'heure. On en a déjà un petit peu parlé, c'est évidemment le volume, puisque évidemment plus on produit, moins c'est cher et du coup on peut appliquer des prix bas, et la régularité, donc plus on produit de nouvelles pièces, de nouveaux designs, on parlait de Shein qui produit 7000 nouvelles pièces par nouveau modèle par jour, c'est simplement énorme. Par jour, c'est 500 par semaine pour Zara et H&M. Exactement. Et en fait tout ça, ça a évidemment un impact sur l'environnement et sur les personnes qui confectionnent ces vêtements, mais c'est aussi un grand impact sur la difficulté en fait qu'ont les jeunes marques françaises aujourd'hui de faire face à ces concurrents. Il y en a de plus en plus qui ferment leurs portes. Je pense notamment à Salut Beauté, à Rissap, qui sont de jeunes marques françaises qui ont essayé de faire les choses bien, et c'est compliqué d'éduquer le consommateur dans ce sens et de justifier de prix plus hauts parce qu'on ne peut simplement pas produire au même prix que c'est grand de la distribution. Vous proposez des vêtements de travail, vous l'avez évoqué tout à l'heure. C'est des vêtements qui sont aussi concernés par ces conditions obscures de production, par la fast fashion. L'industrie du vêtement de travail, je pense que c'est tout aussi impacté par ces gros de la distribution qui produisent beaucoup de stocks et du coup vendent sur catalogue. Et aujourd'hui, ça fait que beaucoup de restaurants et d'hôtels ont les mêmes vêtements puisque c'est sur catalogue, que en général la durée de vie d'un uniforme c'est 4 à 6 mois, donc un renouvellement très très régulier. La qualité n'est pas au rendez-vous et c'est très souvent produit dans des conditions très douteuses. Votre proposition de valeur, elle repose sur 3 piliers. Lesquels? Alors, elle repose sur un sourcing circulaire, on l'a déjà dit, on revalorise de belles matières qu'on récupère du coup à des prix moindres, ce qui nous permet d'avoir des vêtements de très haute qualité sans avoir des prix affolants. Sur une attention particulière à chaque détail pour que chaque pièce soit très qualitative et dure plus longtemps évidemment. Et sur des quantités limitées, que ce soit pour le B2C, donc ce qu'on vend sur notre site internet, en moyenne on produit 40 à 60 pièces au modèle, ou pour les hôtels et les restaurants où là on fait à la demande sans minimum d'achat. Voilà, un autre modèle économique. Christine Loisier, la France de la fin du mois et celle de la fin du monde ne poussent plus le même chariot. En effet, le prix demeure aujourd'hui la chose la plus importante pour une bonne part des consommateurs. Est-ce que vous pensez que c'est la fin de la classe moyenne et est-ce que vous le constatez dans vos magasins ? Non, moi je pense qu'il ne faut pas opposer les deux et c'est ce que nous essayons de faire et on y va à marche forcée. Il ne faut pas opposer le petit prix avec la protection de la planète. Ça va complètement de pair. Il n'y a pas de lien de cause à effet entre le prix d'un produit et son empreinte carbone. Absolument pas. Vous avez des produits qui sont chers et qui sont produits dans des conditions qui ne sont pas raisonnables pour protéger la planète et les individus. Et il y a des produits qui ne sont pas chers et qui allient aussi protection de la planète et des individus. Il ne faut pas l'opposer parce que ça ne s'oppose pas et il ne faut pas que ça s'oppose parce que c'est la marche de l'histoire, c'est la marche de l'entreprise du textile et la marche de notre planète de faire en sorte que tout un chacun puisse s'habiller à la mode avec des produits neufs mais qui respectent les individus et la planète. Juste dernier un mot point rapide, sur on va passer aux chiffres. Un mot rapide sur la fast fashion, je crois aussi, c'est de ne pas exiger tout de suite. C'est que je pense qu'il faut que les gens soient plus patients, comme vous disiez, vous prenez le bateau plutôt que l'avion. Et je pense que c'est un des éléments fondamentaux de la fast fashion. Il faut savoir attendre.
quand on aime quelque chose, quand on veut quelque chose, et en plus à pas cher, on peut attendre quelques jours de plus. Chose qu'on a oublié de faire. On passe aux chiffres. Et on parle de Temu cette semaine dans le chiffre, la marketplace chinoise qui permet d'acheter plein de produits à bas prix et qui propose donc d'offrir ses données personnelles et cela à vie contre 100 € en argent versé sur le compte PayPal et en bon d'achat à dépenser sur la plateforme. Donc il s'agit de son opération Cash Reward. Et finalement, suite au tollé, l'offre a été retirée. Alors bien entendu, Temu n'est pas une plateforme de fast fashion. On compare souvent Temu et Shein, c'est complètement différent. Et là, écoutez bien, c'est-à-dire qu'avec ce programme Cash Reward, le client s'engageait à offrir gratuitement et à vie, à céder gratuitement à vie ses coordonnées habituelles, donc son adresse, son numéro de téléphone et autres, mais également les photos de son visage, ses photos personnelles, ses opinions qui peuvent être sur les réseaux sociaux et autres, ses déclarations, ses informations biographiques, sa voix, à des fins personnelles ou publicitaires, dans tous les médias du monde connus et développés ultérieurement, sans autre examen ni contrepartie. Donc on peut vraiment se poser la question, et c'est l'Angleterre qui a carrément soupçonné Temu, un peu comme TikTok aux États-Unis, carrément d'espionnage ou de constitution de bases de données qui n'étaient pas des bases de données uniquement pour vous vendre mieux ou plus personnalisées, mais qui sont des bases de données qui pourraient être utilisées par la suite par des malveillants, on va pas parler des hackers, mais en tout cas des gens qui ont besoin d'en savoir un peu plus, parce que si vous prenez par exemple 9 500 000 visiteurs uniques mois de Temu, si vous avez 10% qui prend ce programme qui heureusement n'existe plus, ça fait 950 000 personnes. Dans 950 000 personnes, vous avez des médecins, des instituteurs, vous avez tout genre de personnes avec des informations très sensibles. Et donc je pense effectivement que là, la sonnette a été tirée au bon moment. Merci Jean-Marc. Et malheureusement, des clients ont sauté sur cette offre. C'est vrai que ça fait peur, parce que finalement, ces informations peuvent finir sur le darknet, utilisées par des hackers ou encore ils seront remboursés de phishing. Mais tout voilà. à fait. En tout cas, merci à tous les trois d'avoir animé cette émission avec moi. On se retrouve dès la semaine prochaine, même heure, même endroit. À très vite.